Chertigan, bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Babacar Gueye, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir Ferdinand. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lamine. Bonsoir mon Fatou. Voilà, bonsoir merci. Ferdinand, Chertigan et mon fils. Babacar Gueye. Voilà, merci à vous tous d'avoir répondu à ce plateau. J'espère que nous aurons un débat fructueux. Mais pour une fois n'est pas coutume, cher Tigane, on va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à notre consultant, à notre grand frère Talla Fall qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Alors Talla, bon anniversaire à toi, santé, Je croyais que c'était 70 ans. Alors que je connais très bien. Voilà, 70 moins 50, donc ça fait 20. Alors on va encore réduire à 20 ans. Oui, Babacar, vous le connaissez très bien, vous l'avez côtoyé à Génération Foot. Et voilà, donc c'est également un homme familier de ce plateau et de ses locaux. Donc Talla, bon anniversaire et donc surtout une permanente lucidité pour continuer davantage à nous éclairer. Alors, vous le savez, hein, l'actualité qui anime la vie actuelle de notre football, c'est bien sûr l'arrêt de la saison en cours, le gel des montées et descentes au niveau de toutes les divisions, la non-attribution des titres, des décisions prises mercredi dernier par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et qui sont loin de faire l'unanimité du côté de la Linguère de Saint-Louis, de l'US Ouakam et de Teungueth FC. On n'a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer, entre autres, le gel de ces montées pour la prochaine saison. La Linguère de Saint-Louis réclame tout simplement son titre de champion du Sénégal en Ligue 2. Les Samba Linguère, en conférence de presse, donc, appellent le comité exécutif à revoir ses décisions. Nous écoutons Amara Traoré. Moi, c'est un moment de lancer un appel solennel à toutes les équipes traditionnelles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. On dirait que il y a une opposition qui se dessine. On dirait que c'est les académies contre les équipes traditionnelles. C'est ça que ça dénote un peu. Et c'est pour ça que je lance à toutes ces équipes-là de venir nous rejoindre dans cette bataille, parce que ce sera une bataille, pour que le droit soit dit. Et qu'on est en train de s'organiser d'une manière respectueuse, hein, et utiliser tout ce qui est droit pour se... Voilà, de leur côté également, les responsables de Teungueth FC ont tenu un point de presse samedi dernier. Ils ont tenu à exprimer leur incompréhension par rapport à la décision prise par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Ils parlent d'incohérence majeure et se réfèrent au texte, un texte que nous allons découvrir puisqu'ils ont fait un communiqué. Donc, dans aucun texte de la Fédération sénégalaise de football, il n'est mentionné le nombre de matchs qu'il faut jouer pour attribuer ou non un titre. Ainsi, le club qui a dominé largement la première partie de saison avec 10 victoires, 3 matchs, aucune défaite et 12 points d'avance sur son premier concurrent, considère que si le championnat est arrêté, le titre doit par conséquent lui être décerné. Teungueth FC espère que la Fédération sénégalaise de football, dans l'intérêt du football, reviendra sur cette décision, comme elle est revenue sur sa décision de jouer les playoffs et les playdowns. TFC maintient sa proposition de primer les leaders de chaque division, de faire accéder à l'étage supérieur les équipes de L2, N1 et N2 et de ne procéder à aucune relégation. On va faire un premier tour de table pour demander l'avis bien sûr de nos invités, en l'occurrence Ferdinand Coully. Alors, cette décision de la FSF, plusieurs décisions d'ailleurs. C'est très compliqué, très compliqué et malheureusement ça fera forcément des déçus et je pense que la situation fait aussi à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Malheureusement, on vit des périodes très difficiles et le football est passé au second plan. Donc la fédération a essayé de faire au mieux. Maintenant, revenir sur ces décisions, ça me paraît extrêmement compliqué. La nouvelle saison approche, peut-être repartir sur du neuf et puis balayer cette saison. Mais moi, je ne suis pas habilité à décider. Très bien. Alors Lamine, en tant que président de l'UNPF, c'est difficile à prononcer. Je pense que maintenant, je vais prendre un peu de recul par rapport à des gens qui sont mes partenaires. Je pense qu'il faut qu'ils discutent parce que ce soit les présidents de club, que ce soit les membres de la fédération, ils sont tous ensemble. C'est eux qui gèrent le football. Alors, la meilleure façon serait de discuter, de trouver ce qu'il y a le mieux pour faire avancer le football sénégalais. Que des étirements puissent y avoir, je ne pense pas que ce soit la solution. Très bien. Alors, je me limite à ça. Vous pensez qu'il peut y avoir un retour en arrière après déjà
Je pense qu'il y a de cela un mois, c'était les playoffs qui étaient annoncés. Je pense même que c'est cela qui a aggravé la situation, puisqu'avec ces playoffs, Teungueth FC était pratiquement champion. 6 matchs à jouer à domicile, une seule victoire. L'équipe est sacrée. Et là, on revient encore pour dire que oui, la saison est nulle. Je pense quand même cette tergiversation de la Fédé, ça a contribué à envenimer la situation. Écoutez, c'est une décision fédérale. Je pense que c'est la fédération qui gère la Ligue amateur et la Ligue professionnelle. Donc, quand ils décident d'une chose, peut-être qu'ils ont été voir les décideurs, l'État et ceux qui doivent donner l'autorisation pour jouer au football. Maintenant, s'ils ont arrêté le championnat, je pense qu'avec les clubs, ils doivent en discuter et trouver une solution. Parce que nous sommes tous au Sénégal. Oui, bon, ça a été le fameux débat, en fait, la consultation des clubs. Mais au-delà des clubs, je pense que bon, l'arrêt de la saison peut-être est un moindre mal, mais l'attribution de titres, puisqu'il y a 2 représentants qui vont aller jouer les compétitions africaines, c'est là où les gens se posent des questions. Comment on peut désigner des clubs qui vont aller faire la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF sans désigner de vainqueurs, et surtout ceux qui veulent monter également. C'est vrai que pour Teungueth, c'est difficile, hein, pour Teungueth FC. Moi, j'ai un peu suivi. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Et c'est vrai que de savoir qu'à la fin, ils ne recevront pas de trophée, bon, on peut les comprendre. Hein, on peut les comprendre. Après aussi, il y a le fait que, comme Ferdi l'a dit, le coronavirus, voilà, personne n'a vu venir ce qui est arrivé. Et donc, à mesure Exceptionnel. Mesure exceptionnelle, décision exceptionnelle. Tout à fait. Sans doute, voilà. Ouais, mais ce parcours de Teungueth, c'est à l'image de ce que la Linguère de Saint-Louis a fait en deuxième exactement. division. Parce qu'on parle du Teungueth, mais il y a aussi le cas de la Linguère et de l'US Ouakam, qui veulent également. Mais il y a la gendarme qui peine à monter et qui voudrait monter aussi. Il y a tellement de. Il y a des gagnants, il y a des perdants, donc il faudra. Voilà. Il y a des équipes qui sont au-dessus, il y a des équipes aussi, ils ne voudraient pas que cela monte et qu'eux, ils ne gagnent pas parce qu'ils se disent, nous, si on continue le championnat, on peut être premier, on peut les rattraper. Je pense qu'il y a tous ces problèmes. Je pense que dans tous les pays où on a annulé carrément le championnat, il y a quand même eu le même genre de problème. On a vu Lyon en France. Il y a Lyon, il y a Amiens et Toulouse aussi. Ils ont été relégués. C'est à peu près la même chose. Même si on compare le parcours de Teungueth FC, c'est un peu à l'image du Paris Saint-Germain quand même, qui a été sacré champion parce qu'il n'y avait plus de concurrents. Et là également, Teungueth est filé tout droit vers le titre. Je pense qu'il le mérite. Très bien. Bon, on aura l'occasion certainement d'en reparler. En tout cas, on sait que ce qui a pesé aussi dans la balance, c'est aussi du côté du foot amateur où on a considéré qu'on n'a pas joué assez de matchs pour déclarer des vainqueurs. Donc on se pose aussi la question dans ce pays, est-ce que c'est le foot amateur qui est plus important que le foot professionnel, qui pèse plus, puisque apparemment cette décision aussi a été motivée par la sortie des clubs amateurs. Oui, c'est sûr, la fédération est amatrice. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont les clubs amateurs qui gèrent la fédération. La Ligue professionnelle, aujourd'hui, elle est là. Elle est un peu minoritaire. Voilà, elle est là sous la tutelle de la fédération. Donc je pense qu'aujourd'hui, si certains clubs disaient qu'ils vont se retirer du professionnalisme, parce qu'aujourd'hui, c'est en association qu'ils sont. La majeure partie des clubs, on a vu le cas de Guédiawaye, qu'un club peut se dire, moi je ne veux plus être professionnel, je suis amateur, qu'est-ce que deviendra ce football professionnel? C'est ça le problème. Alors, en attendant, dans son rôle de sentinelle, le syndicat des entraîneurs se met déjà dans le bain, puisque le CEFS demande, par rapport aux décisions bien sûr précédemment énumérées, au président de club de faire bon usage des sommes remises par la fédération et de donner en priorité, de les donner en priorité aux joueurs et entraîneurs qui en sont les réels bénéficiaires. J'imagine que votre syndicat n'en attend pas moins des présidents de club. Écoutez, c'est leur devoir de recevoir de l'argent parce qu'ils ont des employés. Et quand on a des employés, on doit s'acquitter de leurs droits. Ils sont restés longtemps sans être payés, que ce soit entraîneur ou joueur. Je pense que quand un club reçoit des subventions, la première chose qu'il doit faire, c'est essayer de payer ses dettes et essayer de trouver d'autres moyens pour aussi pouvoir continuer à payer ces gens-là. C'est comme aujourd'hui, on embauche par exemple une femme de service, et à la fin du mois, on doit lui donner son salaire. Aujourd'hui, le footballeur, il est là, il travaille. Quand vous recevez un salaire, vous devez lui donner.
Donc je pense que les entraîneurs et les joueurs sont les premiers qui doivent être payés par rapport à cet argent. Très bien. Bon, on aura l'occasion de parler justement de tous ces points, puisque l'une des principales raisons de votre présence ici, c'est la mise en place de cette union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal. Elle a vu l'union ce samedi et compte déjà pas moins de 200 joueurs. Pour sa mise en place officielle, la structure qui compte, donc je le disais, défendre les intérêts matériels et moraux des joueurs a vu l'arrivée, le soutien de beaucoup d'anciens internationaux, dont Ferdinand Coly. Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé y étaient pour nous. Après les coachs et les techniciens, place maintenant aux joueurs qui, à leur tour, lancent un tout nouveau syndicat qui regroupe presque plus de 200 joueurs professionnels. Une nouvelle structure qui a pour objectif d'améliorer la condition de vie des joueurs locaux. Que les fédérations nationales sont habilitées à régir les rapports salariaux au sein de leur discipline, à condition que cela n'ait pas pour effet de réduire les droits que les lois et règlements accordent aux salariés, donc aux joueurs. Donc vous êtes entièrement protégés par des lois. Entièrement. À vous maintenant et à nous derrière, puisque notre rôle est de vous assister. Une assemblée générale tenue ce week-end en présence des anciens cadres du football sénégalais qui ont tous apporté leur soutien à cette nouvelle structure du football local. De seule et une même voix, c'est-à-dire pour le bien du football sénégalais et de ses joueurs, on doit avoir un syndicat qui sera reconnu par la FIFPro. Et la FIFPro ne reconnaîtra pas deux syndicats, un seul syndicat sera reconnu. Et ça c'est obligé. Donc je demande à Lamine et puis à l'autre partie aussi de fusionner et de trouver une solution pour le bien du football sénégalais. Après, syndiquer, c'est important. Syndiquer, c'est être protégé. J'ai été syndiqué toute ma carrière, en France, en Italie, en Angleterre. Donc aujourd'hui, c'est normal que les gens sachent ce que ça veut dire être syndiqué. Pour rentabiliser cette structure, des joueurs membres ont porté l'ancien attaquant international Lamine Boub à la tête de ce syndicat comme secrétaire général. Première mission, travailler pour développer le football sénégalais. lenn rek moo ñu tax a jóg mooy di jéem a améliorer footballu Sénégal mu jëm ca kanam pour tamit pour dimbali suñu rakk yi li nga xam ne moo ñu daloo ñun ba ñuy jouer mu ñu bañ fa jaar. Courage ba ñu jël parce que ça il faut être courageux pour le faire te bi ngeen ko waree def yàgg na. Voilà, une belle brochette de footballeurs quand même, il faut le dire, par rapport à la mise en place de ce syndicat. Maintenant, on va peut-être remonter un peu en arrière. Football sénégalais. Tout à fait, effectivement. En tout cas, vous l'avez dit. Lamine, la gestation pour la mise en place de ce syndicat, je pense que ça vous a pris non pas des mois, mais des années. Et puis finalement, 9 ans, très bien. 9 ans parce que j'ai eu à faire le premier défilé le 1er mai en 2011. J'ai fait un défilé pour demander le droit des footballeurs professionnels locaux. Et là, je pense que quand je suis arrivé devant la tribune, tout le monde s'est levé pour applaudir parce que c'était une première. Après, j'ai eu à être convoqué par Jamil Faye, qui était pour ce syndicat, Mathieu Choupin, qui était pour ce syndicat, Omar Ndiaye de Yoff, qui était pour ce syndicat, et même le président Samb de Mbour était, d'ailleurs, Jamil était en train de les regrouper pour qu'on puisse faire cela. Il a donc organisé un match de gala. Un match de gala, Youssou Dabo était en ce moment entraîneur de Guédiawaye FC. Et je me rappelle quand Youssou disait à ses joueurs, ce monsieur-là, il veut votre intérêt. Vous devez le suivre parce que tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez dans vos droits. Bizarrement, le lendemain, comme ils n'avaient pas compris, et puis ils avaient un peu peur, Jamil m'a même dit, moi, si mes joueurs ne se syndiquent pas, je ne les fais pas signer. Mais entre-temps, il y a eu des problèmes avec Guédiawaye, c'est pour ça qu'il est parti. À un moment donné, vous savez, Lamine Boub ne peut pas faire un syndicat sans les footballeurs. C'est ça qui était ma difficulté. Parce qu'il fallait les convaincre, il fallait leur faire comprendre que c'était des droits qu'ils avaient, comme ils avaient des obligations. Mais que ces droits, ils devaient les demander et les prendre. Et c'est après 2 ans que Ablaye Terry, quelqu'un qui est très proche des footballeurs, m'a dit, Monsieur Lamine, j'aimerais bien qu'on réorganise un match de gala où tu pourras parler avec les joueurs et leur expliquer comment est-ce que tu pourrais les aider par rapport à ce syndicat. C'est là que j'ai demandé à Cheikh Sidiba de m'accompagner. On est allé en bas, on a loué le terrain. On a eu 60 joueurs qui étaient là-bas. Ça remonte à 2 ans. Voilà. Ok.
Il y a 60 joueurs qui étaient là-bas, qui ont joué au football, qui se sont amusés. Mais bizarrement, ce qui m'a le plus fait mal, c'est que la majeure partie était en fin de carrière. Et quand tu leur demandes qui c'est qui a un diplôme ou qui c'est qui a un métier, il n'y en avait qu'un. Alors ces gosses-là, quel serait leur avenir après le football? Mais après cela, il n'y a toujours rien eu. Et comme je le disais, je ne peux pas faire de syndicat sans les footballeurs. Et après la pandémie, c'est eux qui ont pris le bâton du pèlerin, qui se sont organisés, qui ont fait leur carte syndicale, qui ont fait leur groupe WhatsApp et qui se sont appelés et qui se sont mis dedans. Tout à fait. Et qui ont décidé de faire leur assemblée générale. Et ils sont venus me voir pour me dire, c'est toi qui t'es fatigué. C'est toi que nous voulons que tu nous guides. Et moi, j'ai utilisé mes connaissances. J'ai utilisé mes anciens internationaux. Je les ai demandé de venir appuyer ces gosses. Et c'est ce qui a fait que vous avez vu la salle. C'est parce que Dieu est juste. D'accord. Mais comment gérer cette situation quand même? Ferdi tout à l'heure a annoncé qu'il a été syndiqué en France, en Italie. Mais là, c'était un professionnel qui évoluait dans son milieu. Alors que là, vous avez affaire à des joueurs qui n'ambitionnent pas de rester, je sais pas, le minimum de temps possible ici au Sénégal. À la moindre occasion, ils s'en vont. Est-ce qu'il est facile de faire syndiquer ce genre de joueurs? Écoutez, c'est pas tout le monde qui va en évasion. Sur 500 jours, il y en a peut-être que 50 qui partiront en évasion. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de dire, moi, je fais transférer un jour, je gagne de l'argent, c'est bon. Mais et les autres qui sont là et qui ne sont pas transférés, quel serait leur avenir? Tout à fait. C'est ça le problème. Alors, Lamine, vous parlez beaucoup d'avenir, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une question d'actualité, c'est-à-dire déjà leur vie au jour le jour, c'est-à-dire comment améliorer les conditions du joueur. Et sur ce point-là, quel a été le travail fait? Est-ce que vous avez repéré les problèmes? Voilà, faire tout simplement un check. Vous savez, moi j'étais dans la chambre de résolution des litiges. Je viens de démissionner. Ah, justement, parce que ça aussi c'est une parenthèse importante, parce que quelque part on parlerait même de conflit d'intérêts. Lamine Boub qui est dans la chambre de résolution des litiges et qui veut diriger un syndicat. Donc vous avez démissionné. Vous savez, j'ai démissionné parce que je sais qu'en tant que président, je ne peux pas. Mais ce qui est sûr que le syndicat aura un représentant à la chambre de résolution des litiges. Comme si tout est accepté, il y aura un représentant au niveau fédéral, parce qu'ils font partie du football. Donc, je connais à peu près le problème de ces footballeurs. Il y en a beaucoup qui m'ont interpellé par rapport à leur contrat. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de contrat et qui sont professionnels. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler ce football professionnel alors que les joueurs qu'on utilise ne sont même pas payés? Certains, ils signent des contrats où ils n'ont même pas la copie. Alors tout ça doit s'arrêter. À moins qu'on ne devienne plus professionnel. On revient à la ligue amateur. Là, les gosses pourront aller à l'école. Ils ne seront pas obligés de s'entraîner matin et soir, de se priver de beaucoup de choses, rien que pour le football. Et je pense que c'est les premiers pas que nous devons faire, c'est-à-dire faire comprendre d'abord aux joueurs c'est quoi ce syndicat, qu'est-ce que ça doit leur apporter, et essayer de les mobiliser encore beaucoup plus et qu'ils puissent maintenant tous être dans ce syndicat et qu'on puisse les défendre. Bon, mais c'est compliqué quand même cette histoire. Vous prenez carrément une révolution et vous pensez que vous en avez les moyens? Mais les moyens, c'est d'adhérer. C'est le premier moyen. C'est que tout le monde soit uni. Parce que nous, je vais vous dire, l'union fait la force. L'union fait la force. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à tous les anciens footballeurs, à tous les footballeurs professionnels, parce que ce que l'on fait, c'est pour le Sénégal. Lamine Boub ne peut pas créer de syndicat. Ferdinand ne peut pas créer de syndicat. Parce que pour créer un syndicat, il faut avoir des adhérents. Alors maintenant, aujourd'hui, si Lamine Boub n'avait pas, depuis 9 ans, si Lamine Boub n'a pas eu ce syndicat, c'est parce qu'il n'a pas eu d'adhérents. Oui, mais quand je parle de révolution, c'est parce qu'à côté, il y a des clubs qui vivent dans un environnement économique exécrable. Et je pense que ça, c'est un problème aussi qu'il faut d'abord régler pour que ces joueurs qui évoluent dans ce championnat puissent être dans de bonnes conditions. Monsieur Diao, quand on veut créer une entreprise, c'est parce qu'on doit avoir
avoir les moyens de payer ses employés. Alors aujourd'hui... Mais ça, c'est dans l'idéal, Lamine. Or, on sait les réalités. Ça fait pas le cas dans la réalité. Il y a des possibilités. Ça fait 2 ans que cette Ligue Pro existe. Mais attendez, donc vous voulez dire que les footballeurs doivent toujours accepter de jouer au football et de ne pas avoir un avenir. Là, je vais faire intervenir les joueurs parce que, comme le disait tout à l'heure cher Tidiane, il y a un environnement qui peut être propice à la mise en place d'un syndicat, qui peut être propice à la résolution de certains problèmes. Vous avez vécu en France, vous aussi, vous avez évolué dans des championnats où l'environnement s'y prêtait. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un décalage entre ce qu'on appelle football professionnel et nos réalités. Donc, est-ce que c'est un combat qu'il faudra mener à tous les niveaux? Non, mais déjà, ce n'est pas pour jeter la pierre au président de club, parce qu'un président de club, je pense que c'est le premier meurtri ou blessé de voir ses joueurs dans ces conditions. Je ne connais pas un sportif aujourd'hui qui soit satisfait des conditions de ses joueurs. Moi, si je suis venu, parce que j'ai eu vent avec ce coronavirus des difficultés de ces joueurs. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés pour créer ce syndicat, pour avoir au moins une visibilité et puis subvenir à leurs besoins. Bien sûr. Et j'ai fait ce lien parce que depuis 2012, je suis en contact avec la FIFPro, la Fédération internationale des associations des footballeurs professionnels. Et ils ne comprenaient pas pourquoi un pays de football comme le Sénégal, premier pays africain au classement FIFA, avec son championnat professionnel, ne soit pas en mesure d'être syndiqué au niveau de la FIFA, de la FIFPro. Et au sein de la FIFPro, il y a une division Afrique, dont le président est Jérémy Guitap. Et pour eux, c'est incompréhensible. Et ils m'avaient chargé de regarder, comme je dis à Lamine, comment moi je peux créer un syndicat sans les joueurs. Il a fallu que ce soit les joueurs qui se mobilisent pour enfin pouvoir dire « Ah, j'ai un contact avec la FIFPro pour vous amener peut-être à avoir ce label FIFPro ». Et c'est là que je suis intervenu pour dire attention, il y a 2 syndicats. J'ai vu 2 syndicats ici au Sénégal qui semblent sortir du lot. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Et j'ai fait ce travail de médiation pour essayer d'unir ces 2 syndicats pour avoir une seule voix, un seul dialogue pour la défense de ces joueurs-là. Et c'est là que Lamine, avec l'UNFPS et l'UNAFOP, ça on en parlera parce qu'apparemment c'est un syndicat en gestation et qui va... J'ai essayé de faire cette jonction pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Et comme je disais dans le reportage, la FIFPro a ses cahiers des charges. En général, ils veulent voir des anciens internationaux, peut-être des Bokar, des Lajou, des Fadiga, etc. Mais aujourd'hui, enfin, il y a les joueurs qui sont mobilisés. À partir de là, il y a un chemin qui est tracé. Ça sera dur, ce sera long, ce sera peut-être impossible, mais moi, il y aura le mérite d'avoir commencé. Alors, Babacar, votre perception, je pense que vous venez d'apprendre l'existence du syndicat. Par rapport au contexte, parce que bon, c'est bien aussi qu'on puisse s'appuyer sur votre expérience. Je ne sais pas si vous, comme Ferdinand, vous avez été syndiqué quand vous étiez joueur ou c'est naturel. C'est automatique. Quasi. D'accord. C'est quasi automatique. Très bien. Mais du coup, aujourd'hui au Sénégal, est-ce que réellement un syndicat comme l'UNFPS peut survivre par rapport aux contraintes environnementales? À mon avis, oui. À mon avis, ils ont leur mot à dire par rapport à la situation, ce qui arrive, la situation dont les joueurs souffrent. Donc, moi, je pense qu'en s'unissant, ils pourront même contribuer à améliorer les conditions des joueurs. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux réalités de notre pays, de notre sport, ça ne va pas du tout être facile. Bien sûr. Mais je pense qu'en s'unissant, ils peuvent trouver un moyen de s'asseoir à la table où tout se décide pour le football. Et pourquoi pas après essayer de voir avec... d'intégrer peut-être les grandes sociétés qui sont au Sénégal, les grandes compagnies, de les faire venir, de pousser. À mon avis, ce sera pour les joueurs locaux le seul moyen d'amener les finances qui pourront aider à cela. C'est ce qu'on disait. Il y a un préalable quand même. Il faut améliorer l'environnement économique de ce football sénégalais pour que ce syndicat puisse être viable. Oui, mais vous savez, Diao, l'État avait fait une proposition de football professionnel, avec la réforme de 2004-2005. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette réforme n'a pas été suivie?
Parce qu'aujourd'hui, peut-être que si cette réforme était suivie, l'État serait derrière. Vous pouvez nous la rappeler, c'était quoi la réforme? La réforme, c'était de donner des subventions, mais à condition que ces clubs se transforment en société ou trouver un truc de commerce qui pourrait les aider à pouvoir avoir des employés, les enregistrer au ministère du Travail, mais ceci n'a pas été fait. Et pourtant, le cahier de charge est bien là. Alors, maintenant, le cahier de charge qui a été mis à la fédération, est-ce qu'il a été respecté? Est-ce que ce cahier a été respecté? Si ce cahier était respecté, si on avait pris des clubs qui avaient la capacité de faire du football professionnel, mais ces joueurs ne seraient pas dans cette situation. Parce qu'on a demandé à ce que les salaires soient payés à telle hauteur. Donc le club doit avoir dans son compte bancaire le montant qu'il faut pour être professionnel et pouvoir payer ses employés. Mais les clubs ne le font pas et il n'y a pas de surveillance. Très bien. Alors aujourd'hui, les joueurs sont fatigués d'être en dessous de la pyramide. Très bien. Mais du coup, Lamine, d'ailleurs, la première question, c'est le statut du joueur. On l'a posé au syndicat des entraîneurs. Aujourd'hui, il me semble, par rapport au ministère du Travail, par rapport à l'État, que ni les joueurs ni les entraîneurs ne sont reconnus. Mais voilà, ne payent pas de charges sociales, n'ont pas de bulletin de salaire. Donc, mais Mme Fatou, aujourd'hui, ils se sont transformés en société. Dans les normes, une société doit se déclarer. N'est-ce pas? Au ministère du Travail, parce que c'est une SARL. Donc cette SARL doit se déclarer au ministère du Travail. Et le ministère du Travail doit faire son devoir, c'est de demander à ce que ces emplois soient enregistrés. Alors aujourd'hui, les joueurs ont pris la décision, ce sont des professionnels, ils ont des contrats, ils vont présenter leur contrat au ministère du Travail. Nous sommes des contractuels, nous avons droit à ceci et le ministère du Travail va contacter ces clubs pour leur dire mais il faut déclarer vos employés. C'est très simple, c'est comme vous. Est-ce que les joueurs accepteront, parce que certains, c'est ce qui est reproché aux joueurs, de ne pas vouloir cotiser, qu'on ne prenne même pas 1000 francs de leur salaire pour cotiser aussi au niveau... Je vais laisser Ferdinand répondre parce que c'est un bulletin de salaire. Non, mais après, ça c'est le cadre. C'est vrai qu'il y a les réalités du pays, mais aujourd'hui, d'où l'importance de se syndiquer. L'UNFP, en France par exemple, c'est un organigramme et c'est multifonction. C'est-à-dire vous avez une partie reconversion, une partie joueur, enfin comment je peux dire, en activité, une assistance médicale, un pécule, c'est-à-dire à la fin de votre carrière, vous avez un petit montant qu'on vous verse quand vous arrêtez votre carrière. C'est tout un processus et pour votre information, l'UNFP vit de quoi? Vit de subventions, vit de pourcentage par rapport aux droits télé. Vous savez qu'en France, par exemple, avec les droits télé, bon, c'est pas comme ici, 1% des droits télé. De cet environnement économique. 1% des droits télé, c'est presque 7 millions d'euros. Aujourd'hui, on peut adapter ça à nos réalités. Au moins, ce syndicat pourra bénéficier de certaines subventions. Ce n'est pas pour la mine, c'est pour les joueurs en difficulté, les joueurs en fin de contrat qui cherchent un club. Il y a un stage de pré-saison, de VGT. Ils sont pris en charge pour faire des tournées dans les régions, pour pouvoir être vus et garder la forme. C'est difficile, mais il faut s'y atteler quand même. Donc l'environnement juridique, quand même, la mine, c'est un point que vous devriez quand même maîtriser. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait au préalable? Parce que c'est bien beau de dire oui, on a créé un syndicat, voilà, on va défendre les intérêts de nos joueurs, mais est-ce que vous avez des personnes assez outillées chez vous pour maîtriser cet environnement juridique? Vous pensez que nous n'avons pas pensé à cela? Nous avons des personnes... la question. Attendez, parce que moi je suis footballeur, je suis entraîneur, je suis coach, mais je ne suis pas avocat. D'accord? Je ne suis pas aussi entraîneur. Donc, ce qui veut dire que chacun a son rôle à faire. Nous avons dans notre comité des juges, des avocats, des personnes qui sont là pour réfléchir et qui sont pour guider ces jours-là par rapport à ce syndicat. Nous serons en règle par rapport à tout ce qu'il faudrait par rapport à notre Union nationale de football professionnel du Sénégal. Bon, en attendant, vous n'avez pas le 1% des droits télé, il n'y a pas de droits télé au Sénégal. Oui, mais vous savez, d'accord, mais j'ai envie de... Vous savez, notre combat, c'est que les gosses puissent avoir un bulletin de salaire. Vous savez. C'est un premier combat. C'est un premier combat. Parce qu'aujourd'hui, dans le bulletin de salaire, il y a tout ce qui assure la sécurité à son gosse. Parce qu'il y a le salaire brut, il y a le salaire de base, il y a le salaire net.
Et le contrat de travail aussi. Le contrat de travail aussi doit être révisé. Ce sont nos avocats qui vont rédiger des contrats prototypes pour les promettre aux gosses et que ces gosses-là vont regarder pour pouvoir les présenter à des clubs. Il n'y aura plus ces clubs qui vont signer des contrats avec les gosses et qui vont retirer le contrat où il y a marqué 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour revenir après dire aux gosses tu as signé 3 ans alors qu'en discutant c'est 1 an qu'ils ont signé avec le gosse. Et toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Enregistré où? Au niveau de la fédération? De la fédération à la ligue professionnelle. Mais les gosses n'ont pas leur contrat. Oui, mais c'est ça le problème. David, ça c'est votre travail, parce que je me rappelle il y a 2 semaines de cela, on a reçu ici des joueurs, ils nous disent que souvent leurs collègues sont tellement obnubilés par un futur contrat à l'étranger qu'ils sont prêts à accepter Ils ne sont pas omnubilés par le contrat. Parce que vous savez, Diao, le footballeur, il ne doit pas croire qu'il peut réussir au football en Europe. Parce que le football en Europe, c'est très difficile. Et je sais de quoi je parle, c'est très difficile. Ce n'est pas Donc il faut déjà changer la perception. Il faut d'abord changer la perception des joueurs et des parents. Et des parents, de leur faire comprendre que vraiment, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir au football. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si tu fais un gosse 100 000 francs, tu lui dis que dans ces 100 000 francs, je vais te prendre 2 000 francs, qui va être bénéfique dans 10 ans pour toi, qu'on va te donner après. Mais ce gosse-là, mais pourquoi il refuserait ça? C'est que ceux qui signent des contrats avec les gosses, ils doivent leur dire la vérité. Ils doivent les aider. Parce qu'ils doivent les prendre comme leurs propres enfants. C'est ça le problème, en fait. La dernière fois, c'est vrai que Diao le rappelait, on a reçu ici le président du syndicat des entraîneurs. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, vous allez vous mettre dans un rapport entre guillemets de combat. Parce qu'il faudra quand même aller affronter les présidents de clubs qui sont peut-être entre guillemets dans un certain confort, qui considèrent déjà miser beaucoup d'argent, faire beaucoup de sacrifices. Comment vous allez aborder cette relation avec les présidents de clubs et ensuite avec la Ligue Pro? Vous savez même, accepter ce syndicat des footballeurs professionnels, c'est développer le football sénégalais. Parce que ces employés vont bénéficier des aires où ils vont faire le travail. Ce qui veut dire que l'État sera obligé. L'État sera obligé de construire des stades pour le métier de ces gens-là. Les présidents vont en bénéficier parce qu'ils pourront avoir des sponsors, parce que ce sera quelque chose de vrai. Ces sponsors, quand ils vont voir par exemple un jour qui touche 2 500 000, qui a une voiture, mais les gosses qui sont dans ce quartier, ils vont dire, mais moi je vais aller voir celui-là, pourquoi on lui paye 2 millions de francs CFA? Pourquoi il a une voiture? C'est ça qui amène, parce qu'il faut oser se sacrifier pour avoir en retour quelque chose. Ferdinand, vous êtes confiant, est-ce qu'on n'est pas un peu dans les chimères là, entre guillemets? C'est vrai que les réalités sont extrêmement difficiles. Ça, il faut le savoir. Ne pas essayer, c'est déjà pour moi une erreur. Parce que un échec. Un échec, franchement. Qui ne tente rien à rien. Aujourd'hui, c'est les conditions de ces joueurs-là. Même un petit pas en avance, ce sera une victoire. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est ce lien avec la FIFPro, parce que la FIFPro a une organisation, ce que je veux dire, a une organisation pour t'amener à avoir cette protection internationale, pas locale. Parce que justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question, ce label FIFPro, qu'est-ce qu'il peut apporter à un syndicat ou à des syndicats vivants ici au Sénégal? Déjà, c'est l'organisation déjà. Parce qu'ils ont une organisation de base type pour les pays africains. Et j'ai vu récemment au Gabon qui a injecté beaucoup d'argent dans son championnat professionnel. Et avec ces problèmes-là de coronavirus, les joueurs sont restés sur la paille. Et le président a écrit une lettre directement au président de la fédération gabonaise pour lui demander de respecter ses engagements et c'est de pouvoir aussi de cette fédération de pouvoir, non pas les joueurs d'aller de l'avant, mais de se protéger à travers ce syndicat pour exiger l'amélioration de leurs conditions. Et après, bon, ça va au niveau de la FIFA, et puis la FIFPro aussi amène un certain soutien financier aussi, et d'organisation. Très bien. C'est pour ça que je cherche à faire ce lien-là pour que ce syndicat qui sera reconnu, puisse avoir ce label FIFPro. Très bien. Vous risquez de ne pas avoir de syndicats
Oh non. Souleyma? Non, mais attendez, Ah, bah, pour parce ça, que c'est une attendez. question Moi, qui- non. Non, pas tout. Nous, on n'a pas de problème. Non, moi, pas tout. Moi, Non, moi, je pose la question parce qu'aujourd'hui- c'est une très bonne question parce que moi, quand j'ai vu ça, bon, j'ai interpellé directement la FIFPro et puis je leur dis, il y a deux organisations qui semblent se distinguer. Et il y en a eu trois, ça aurait été plus compliqué, mais là, il n'y en a que deux. Donc, c'est facile de faire la jonction D'accord. et de parler le même langage parce que le but, c'est le bien des joueurs. Pour moi, Et comment? voilà, bien. c'est plus facile. Alors, Babacar, vous avez vécu ici avant de partir en France. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut se comprendre pour un joueur, en fait, de dire je me concentre sur les moyens de quitter le pays parce qu'ici, on ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi me Absolument. syndiquer, me prendre la tête avec mon président de club, alors que peut-être dans 2 ou 3 ans, Ça se comprend. je vais quitter. Ça se comprend. Puisque c'est l'objectif premier, il faut se dire la vérité. Personne ne joue au Sénégal pour rester au Sénégal. Ça se comprend. La plupart des jeunes qui démarrent comme ça dans le foot ne pour pensent partir. pas faire leur carrière ici. Donc, moi, je pense que c'est là où le syndicat des joueurs peut vraiment aider. Donc, ces joueurs n'ont même pas besoin d'être au courant ou de venir adhérer pour être aidés. À mon avis, on doit faire ce que font l'UNFP, par exemple, en France, où, bon, moi j'étais en Chine, le syndicat à la base, ce qu'ils font, c'est que dès le démarrage de la saison, dès le démarrage de la préparation, ils viennent organiser des réunions, faire des tournées dans chaque club, parler avec les joueurs, les pousser. Ils viennent accompagnés d'anciens joueurs. Par exemple, vous pouvez prendre certains joueurs, des anciens joueurs locaux, voilà. Parler de la vie qu'ils ont, parler aussi de ceux qui sont partis et qui ne sont pas restés longtemps à l'étranger et qui sont revenus, des possibilités qu'il y a à faire. Je pense que c'est important. Des modèles. Il nous faut peut-être des modèles aussi, parce que c'est vrai que certains joueurs ne sont pas partis. C'est ce que j'allais dire. Quand on parle de modèle ici, aussi, il y a un modèle pour développer aussi notre football. Donc, il y a des solutions. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est regarder juste autour, à côté, ce que font les autres et essayer de le faire, parce que c'est possible. Par exemple, il y a des pays où si l'État ne peut pas vraiment injecter, l'État appelle les sociétés nationales, les grandes entreprises qui sont là, à chacun, voilà, combien de clubs on a en première division ici? 14 grandes entreprises. Chaque entreprise sponsorise un club. Oui, mais ce qu'il dit me fait penser au Oroya de Guinée. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, il jouait avec Génération Foot en Ligue des Champions, mais le speaker, en annonçant les joueurs, il disait Oroya, 22 joueurs, 22 4-4. Pour chaque joueur. Il y a vraiment des solutions. Après aussi, bon, on ne doit pas oublier les réalités économiques de notre pays aussi. Ce qui m'inquiète, c'est que ces solutions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de ce football qui sont quand même visionnaires. Si Babacar, vous avez ces idées, Ferdinand les a, Lamine les a, et que jusqu'à présent, rien ne décolle, je me dis où est-ce que ça bloque? Parce que quand même, mine de rien, ça fait 1 saison, 2 saisons que la Ligue Pro n'a pas de sponsor. Mais pour un football professionnel, c'est quand même assez aberrant. À mon avis, l'État doit pousser aussi pour ça. L'État doit inviter ces grandes entreprises à nous aider. Mais Babacar, l'État peut les aider en échange. Parce qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises aussi payent des impôts à l'État. Donc il y a des solutions. Mais Babacar, pas seulement pour le foot, pour tous les sports. Tous les secteurs. Voilà, pour tous les sports. Tous les secteurs aussi. Oui, tous les sports, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, mais Babacar, l'État a fait une proposition. C'est ça qu'il faut que les gens sachent. 2004-2005. 2004-2005, l'État a fait une proposition et la proposition est à la fédération, au ministère du Sport. Alors pourquoi cette proposition n'a pas été débattue et mise en place? C'est là où est le problème. Parce que l'État aujourd'hui est en train de les regarder, parce que quand l'État ne peut pas te donner une proposition, tu la refuses et qu'après tu demandes à l'État de te donner. Mais Fatou, moi j'ai une question, mais est-ce que avec ce modèle de professionnalisme, le football est viable? Parce qu'un président de club, c'est un chef d'entreprise. S'il se retrouve en fin de saison avec un moins 50 millions, chaque année, il met la clé sur la porte. Comment on fait? Je pense que tous les présidents de clubs plus ou moins se plaignent, à part certaines académies qui travaillent. Moi, je pense que ça, c'est un problème. Est-ce qu'au Sénégal, on a des présidents de clubs
qui peut vraiment l'être. C'est ça le problème. Non, mais attendez. En Angleterre, avant que Abramovich ne vienne à Chelsea, Chelsea jouait les petits rôles. C'est vrai. Ouais, mais il est venu, il a investi des millions d'euros et l'équipe est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et il y a des exemples, il y en a plein. Ici au Sénégal, si on prend l'exemple de la Jeanne d'Arc de Dakar, à chaque fois qu'on parle de Jeanne d'Arc, automatiquement on pense à Omar Seck. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui a investi énormément dans ce club, qui est allé prendre des internationaux de la sous-région et ça a donné des résultats sur le terrain. Et actuellement, ce n'est pas ce que l'on voit dans ce championnat. Mais il y a aussi des clubs, on doit aussi préciser qu'il y a des clubs qui tournent sans mécène. Oui, comme Génération Foot. Oui, bon, on peut parler de non, pas forcément Génération Foot. Même je pensais même pas à l'Afrique, mais je dis dans des clubs européens qui fonctionnent sans cela, qui sont bien organisés, le Barça, et le Real Madrid, qui misent sur la formation. Pas forcément même des clubs de moindre, des clubs plus modestes, qui misent sur la formation, mais qui acceptent d'investir sur plusieurs années. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que votre professionnalisme aussi n'est pas encore trop jeune? Parce que peut-être aussi on va aller plus vite que la musique. Ça fait que 10 ans. Maintenant, le profilage, le profilage à tous les niveaux. Mais voilà le cahier des charges. Vous dites ça fait que 10 ans. Et dans ces 10 ans, le professionnalisme a fait 50 000 chômeurs. Les gens qui sont perdus. Avant de commencer, il fallait être prêt. Quand on disait qu'on n'était pas prêt et que l'État a proposé une chose et que les autres ont fait quelque chose, mais c'est ça qui n'est pas normal. Et Diao l'a bien dit, moi je ne veux pas être président pour être président. C'est parce que je veux être président pour aider le club à avoir quelque chose de plus que ce qui était là. Et moi, je ne comprends pas qu'on veuille être président, qu'on veuille être dans un comité directeur, alors qu'on n'est pas capable de cotiser 10 000 francs par mois pour le comité directeur. Mais c'est quoi ça? Ça pose problème. Ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas quand nous, on était enfants, qu'on voulait s'amuser. Et pourquoi Oroya joue aujourd'hui les demi-finales de la Ligue africaine des champions? Quand on va prendre un joueur du championnat guinéen, alors qu'on ne peut pas prendre un jour du championnat sénégalais, ça pose problème. Ça veut dire que nos dirigeants, il faut que le cahier de charges soit respecté. La France, vous dites par exemple l'environnement. La France a commencé avec 6 équipes dans le professionnel. Et c'est 3 footballeurs qui ont commencé ce syndicat. Il n'était pas là. Juste Fontaine, Ndioleya et un avocat. Oui, heureusement pour moi. Et c'était encore pire. Moi, en fait, je vous dis c'était encore pire parce que ces Français, ils signaient pour toute la vie. Et c'est de quoi je parle. Leur contrat, c'était pour toute une vie. Et c'est après Ndioleya qui s'est révolté, qui est allé voir Juste Fontaine, qui sont allés voir leur avocat. Et c'est là où est né l'UNFP. Et ils ont essayé. Ces gosses-là, ils ont battu la France parce qu'ils ont essayé. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter. Non, mais bon, essayer, c'est une chose, mais ça n'empêche pas de poser les bonnes questions aussi pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Parce que c'est bien beau de créer un syndicat, mais déjà, moi, la question qui me... C'est pas que ça me heurte, mais je vois qu'il y a un autre syndicat qui est en gestation. Est-ce que vous êtes au courant? Et qui serait sous l'égide de d'autres anciens internationaux? Ça me fait honte parce que moi... Ah, déjà. Ça me fait honte parce que moi... L'UNAFOPS, pardon. C'est ça, l'UNAFOPS. Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui depuis 10 ans se met à travailler dans ce pareil, la même chose. Et qu'aujourd'hui, ce sont les gosses qui sont venus vers lui pour lui dire, écoutez, nous voulons créer notre propre syndicat. Parce que moi, ça fait 9 ans que je galère pour créer ce syndicat. Mais est-ce qu'ils ne se disent pas que vous n'y arrivez pas? Qu'on n'y arrive pas? Mais ce sont les joueurs. Parce que moi, je ne peux pas faire un syndicat sans joueurs. Vrai ou faux? Qui j'ai défendre? Mais vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment de joueurs pour faire de syndicats? Non. Il y en a pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on a déposé nos papiers, on a fait notre assemblée. Non, mais Ferdinand, c'est tout de suite vous qui disiez 2 syndicats, c'est encore gérable par rapport à la FIFPro. Non, c'est pas gérable. D'accord. Non, moi j'étais au courant. Non, voilà. Il faut qu'ils s'assoient autour d'une table. On parle de football. Mais on vous a proposé de fusionner. Il faut le faire. Non, même pas tout. Oui, allez-y. L'UNAFOPS m'a contacté. Même si j'étais en relation avec la mine bien avant, mais il m'a contacté et j'ai appelé automatiquement la FIFPro pour dire enfin je vois un peu de mouvement ici, ça bouge. Et ça fait depuis 2012
que je suis en contact avec lui, la FIFPro, quand j'étais avec l'équipe nationale. Donc j'ai En 2020. J'ai attendu, mais aujourd'hui, la conjoncture fait que ça s'est accéléré. Et par souci de transparence, j'ai appelé Lamine et j'ai appelé l'UNAFOP pour leur dire, vous parlez de la même chose, l'intérêt et la défense des droits des joueurs. Donc essayez de fusionner, de fédérer entre vous déjà et puis de fédérer le football sénégalais. Pour moi, c'est un message. C'est le même intérêt. C'est bien sûr. Le sport sénégalais et les joueurs. Si on parle de sincérité et de vérité. Et pour moi, c'était ça la base. C'était ça ma mission, plus ou moins, de les fédérer et les amener vers ce label FIFPro. C'était ça. Après, aujourd'hui, comme je dis à Lamine, il faut que vous parliez, vous réussissiez cette mission. C'est une deuxième mission aussi. Alors Lamine, par rapport à la situation, parce que ce syndicat, il est en cours de création. C'est sûr qu'il va créer le syndicat, nous, on n'empêche pas. Vous n'avez pas besoin de cette division. Oui, mais bon, c'est ça. C'est pas une question de division. C'est pas une question de division. On a fait notre assemblée générale. On a été avec la CNTS FTF, on est légal. On a déposé nos papiers à la fédération. D'accord, notre récépissé sortira bientôt parce qu'on a déjà déposé les papiers depuis longtemps. Aujourd'hui, s'ils veulent, on a les bras ouverts. Ils n'ont qu'à venir vers nous, on va travailler, on ferme la porte à personne. Mais ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, on ne peut pas voir tous ces anciens internationaux et tous ces joueurs. Moi, si j'avais tous ces joueurs-là, je me serais retiré. Sur le Saint-Coran, s'ils avaient les joueurs avec eux, je me serais retiré. C'est parce qu'ils n'ont pas de joueurs avec eux. Alors comment est-ce qu'on peut créer un syndicat déjà, sans joueurs? mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit que déjà, vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à quelque part faire un pas en arrière. Mais non, c'est pas fusion, qu'on fasse pas un pas en arrière. L'UNAFOP vous a approché pour une fusion. Ils nous ont appelé une fois. Oui. Après les infos que nous avons. Ils nous ont appelé une fois. Hassan m'a appelé une fois. Je lui ai dit, Hassan, moi je ne sais pas avec qui tu travailles. Mais aujourd'hui, si tu viens, on travaillera ensemble parce que je te connais. D'accord? Qui est Hassan? C'est celui qui est en France, qui veut faire ce syndicat. Il est en France. Il s'appelle Hassan Ndiaye, qui veut faire un syndicat. Et là, je l'ai bien dit. Pour faire un syndicat, il faut être là. Il faut pas être en France pour faire un syndicat. Moi, vous pensez que je vais venir discuter avec eux? Bon, je pense qu'il y a quand même d'autres anciens internationaux, moi, dont j'ai entendu parler. Victor Diagne, Mamadou Diallo, un certain Ousmane Diangan aussi. Certains d'entre eux étaient avec moi. Pour aller voir la CNTS pour faire ce syndicat en 2009. Mais vous avez trop tardé, c'est 10 ans non, après. Ils n'ont pas changé de temps. Non, attends, trop tardé, comment ça trop tardé? Comment trop tardé? Ils ne m'ont pas suivi. C'est juste pour nous charrier. Ils n'ont pas suivi parce qu'ils avaient peur de défiler. Ah, mais moi j'ai envie de leur dire, les gars, mettez vos égos de côté et puis pensez aux jeunes. Voilà, c'est tout. Très bien. Il s'agit de leur intérêt. Voilà, maintenant il y a un autre élément quand même qui interpelle. C'est vrai qu'il crédibilise, mais qui interpelle aussi tous ces anciens internationaux qui sont mis devant, alors que c'est un syndicat de joueurs. Voilà. Et pourquoi leur présence dans le bureau? Parce que ce sont les anciens footballeurs, les anciens professionnels qui doivent être dans ce bureau. Les joueurs ne peuvent être que membres. Voilà. Ils ne peuvent être que membres parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer certains aspects. Parce qu'ils sont en compétition, ils sont dans les clubs. Donc ce sont les anciens. Et pourquoi Mais c'est la règle. Ils auront quand même un représentant dans le comité et tout ça. Ils peuvent être membres. Ils ont des représentants. Ils peuvent pas avoir de responsabilité. Parce que je fais souvent référence à la NBA, Chris Paul, c'est lui le président du syndicat. Ça, c'est le basket. Ils n'ont pas le temps non plus. Dans le football, non, je veux dire, dans la loi du football, comme dans toutes les associations de footballeurs, ce sont les anciens qui gèrent. C'est ça. Ça, c'est vrai. Alors, donc, le président d'honneur, pour donner un peu une idée à nos téléspectateurs, c'est Yatma Diop. Donc, vous président d'honneur. Voilà, le secrétaire général, le secrétaire administratif Moussa Faye, que je ne connais pas, trésorier Abdoulaye Diop, secrétaire chargé des revendications Gala Ndiaye, secrétaire chargé des relations extérieures Racine Kane, ancien défenseur. Ah oui? Oui. Très bien. Secrétaire chargé de l'organisation Ousseynou Ndiaye, de la formation et de l'éducation Ablaye Diagne, secrétaire chargé des jeunes sportifs Roger Mendy, qui aime bien la formation, je pense. Moussa Ndiaye. Et Moussa Ndiaye, ancien joueur. Et Babacar va venir. Et les femmes sont sous-représentées. Secrétaire chargé du comité des femmes. Pourquoi le comité des femmes? Salimata Sissoko. Secrétaire chargé des affaires juridiques Abdoulaye Fall. Secrétaire chargé de la communication Abdoulaye Soumaré. Et secrétaire chargé de la propagande Ibrahim Assar.
pour le moment. Et vous devez avoir 51 membres dans le bureau, ou moins. Inch'Allah, parce que ce sera un bureau avec beaucoup de commissions et des représentants régionaux. Hein, donc je pense que la place est pour tout le monde. Vous savez, Mame Fatou, nous, on ne ferme la porte à personne. On a envie de travailler. Parce que s'il y a des gens qui peuvent nous apporter quelque chose que moi, je ne peux pas apporter, je préfère que ce mec-là soit là. Alors ce syndicat a été fait par les joueurs, pas par moi, ni par les anciens internationaux. Ce sont les joueurs qui ont décidé de faire leur propre syndicat et des anciens internationaux pour les accompagner. Alors celui qui est ancien international et qui veut accompagner ses gosses n'a qu'à venir se mettre. Tout à l'heure, j'étais dans le groupe des anciens internationaux des Gaindé, mais tout le monde était satisfait et tout le monde était en train de me féliciter. Alors je ne pense pas pourquoi d'autres personnes voudraient amener des problèmes par rapport à ces jeunes-là. Bien sûr. Alors, merci pour toutes ces précisions qu'on donne dans le syndicat. Ça va nous permettre également d'aborder la deuxième question de ce plateau, à savoir la reconversion des sportifs, raison pour laquelle nous avons voulu quand même inviter Babacar Gueye et Ferdinand Coly. Comment la préparer avant, pendant ou après la carrière, et voilà, quels sont peut-être les pièges à éviter. À ce propos, je vous propose d'écouter Ngala Ndiaye, qui est justement ancien footballeur et qui nous parle de reconversion. syndicat bi ñu ko mettre en place daf ci am benn volet boo xam daf ci am solo muy le volet la reconversion du joueur après le football parce que dafa am benn plan de carrière du joueur mooy avant le football, pendant le football et après le football. te après le football bi on a tendance à voir que ni les joueurs sénégalais dañuy nekk ci ay problèmes beneen bi mooy dañuy mel ni kuy recommencer une nouvelle vie et partant de là da ngay gis dirigeant ba la soxla woon sax da ngay des fois am problème di ko jot léegi da ngay gis ñu nekk situation yoo xam ne situation yi jafe-jafe lay doon léegi partant de là syndicat bi tey war na mën a taxaw de telle sorte que jour bi pendant bi mu nekk en activité visa ak cotisation yi muy def dina ko mën a permettre tey après le football mu mën a am une nouvelle vie am un nouveau élan am beneen départ tey ji loolu bokk na ci but majeur syndicat bi tey jii nii par rapport ak li nga xam dañ ko taxawal. Voilà, Ngala Ndiaye, que nous avons eu d'ailleurs le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, Babacar, vous avez pris votre retraite, vous allez la prendre. Déjà des informations ponctuelles. Alors, moi, le Covid m'a poussé à être ici. Donc, bah oui, vaut mieux, non? Depuis novembre que le championnat chinois est fini, je suis là. D'accord. Et ouais, je pense que je vais rester. Je pense que là, officiellement, c'est fini. Mais vous étiez en Chine. Oui. Donc vous avez eu quand même une carrière relativement longue. Après la France, l'Allemagne, je pense. Oui, l'Allemagne 3 ans et puis en Chine depuis 2012. Ouais, une pré-retraite. Depuis 2012 quand même. Ouais. Ça fait 7 ans. 2012. Très bien. Alors la question que je vous pose, est-ce que la retraite, vous y pensez depuis combien de temps et comment ça se prépare? Bon, après, c'est vrai que pour moi la retraite c'est de plus jouer au foot. Seulement, hein. Après, bon, j'ai toujours essayé de faire d'autres trucs en dehors du foot. Je ne pouvais pas parce que j'étais pas vraiment ici, donc souvent ce que je faisais c'est de déléguer, d'essayer de donner à mon épouse, à mon petit frère, des amis en qui j'ai confiance. Mais c'est vrai que là, je vais vraiment commencer à essayer de faire plein de choses, mais bon, comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, moi, tout ce que je n'ai pas pu faire quand je jouais au foot, je vais le faire. Donc je ne vais pas m'arrêter à une seule chose. Après le foot, je vais essayer de faire plein de choses. Oui, mais cette retraite-là, comme dit Mame Fatou, est-ce que vous l'avez préparée? Déjà, le fait de signer en Chine, est-ce que c'était, je sais pas, une pré-retraite comme elle l'a dit? Parce que souvent, en un moment, les joueurs privilégient plutôt l'aspect financier plutôt que l'aspect sportif. Et ça, c'est pour préparer quand même la retraite. Après, c'est oui et non, parce que souvent, c'est des décisions qui nous arrivent à la face et on doit choisir. Moi, quand la proposition de la Chine m'est arrivée, j'avais un peu fait le tour avec l'équipe nationale, je ne jouais plus, donc je n'étais plus en France, j'étais en Allemagne, en 2e division. Donc c'était une proposition très très intéressante. Donc, en partant en Chine, je m'étais dit je vais partir 1 an et après je vais voir. Ce que j'ai trouvé là-bas m'a plu, donc c'est pour ça que je suis resté autant. Mais ce n'était pas forcément pour une pré-retraite de 8 ans. Mais bon, le hasard a fait que j'ai bien aimé, ça s'est bien passé.
J'avais une vie que je trouvais meilleure là-bas. D'accord. Et en même temps, je gagnais beaucoup plus. Le portefeuille, c'est important. Très bien. Donc l'environnement vous a plu. Oui. Très bien. Et puis aussi, il y avait des propositions, j'imagine. Oui. Parce que sans de proposition. de bonnes propositions. Et puis bon, de bonnes opportunités aussi en dehors du foot. Donc, moi, j'en ai profité et voilà, aujourd'hui. Je vais essayer de... Ouais. Ferdinand, vous vous êtes reconverti ou je ne vais pas trop m'avancer. En tout cas, vous vous êtes découvert une passion, l'agriculture. Oui. Comment vous êtes tombé dedans? Et aussi la même question, comment se prépare la reconversion? On y pense avant, bien avant. Qui pour vous accompagner? Mais la reconversion, on y pense même avant de jouer au foot. Ah bon? Je dirais. Avant de signer son premier contrat pro? Oui, tout à fait. Parce que Mais pour Ferdinand, quand même, monsieur très rationnel. Oui, S'il nous dit ça, on peut le comprendre, mais ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Non, mais moi, je vais vous donner plusieurs vues, plusieurs exemples, parce que, notamment, bon, là où j'étais un peu quand même interpellé, c'est il y a quelques années, je suis reparti dans mon ancien club et je suis arrivé au centre de formation pour les saluer. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris quand tu vois des jeunes à peine au centre de formation avec des voitures de notre niveau. Ça fait peur. Ça fait peur déjà, tu te dis, mais à peine premier contrat signé, vous roulez avec ces genres de voitures. Alors nous, on avait nos petites Clio, Twingo. Peut-être c'est pas les mêmes revenus. Non, c'est même pas ça. C'est déjà, pas la question, en fait. c'est déjà, j'étais surpris. J'ai fait un crédit pour un bien immobilier, par exemple, de rouler dans ces genres de voitures. Bon, tu les interpelles. Racontez l'histoire. Cette anecdote tu les interpelles, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Après, ça, c'est privé. Après, moi, je pense que ça se prépare avant, et puis chacun à ses attentes. D'autres veulent passer inaperçus, d'autres ont besoin de beaucoup moins. D'accord. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, on dit qu'une carrière est relativement courte. Après, il faut vivre. Moi, c'est surtout par rapport à cet aspect-là. Le problème, c'est que pendant toute votre carrière, vous êtes conditionné. Vous vous levez, vous entraînez, vous êtes dans le même rythme. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous êtes payé tout le temps, vous n'avez pas de... Vous avez très peu de manque parce que chaque mois, bon, vous avez votre salaire, à moins des fois vous avez des petits pépins, mais c'est rare un joueur d'un certain niveau, je ne parle pas du haut niveau, mais d'un certain niveau, il ne connaît pas trop de difficultés, à part les blessures, bon, vous êtes payé. Et le plus difficile, c'est déjà anticiper et voir, à part votre salaire de football, qu'est-ce que vous avez comme investissement. Vous enlevez votre salaire de football, vous regardez vos investissements, qu'est-ce qui rentre. Si vous avez quelques loyers par-ci, par-là, quelques investissements, vous avez 1 000 euros, 2 000 euros ou 1 million, est-ce que ça vous suffit en fin de carrière? Sachant que votre train de vie est souvent très élevé et la demande sociale aussi qui vous attend ne vous rate pas. Donc tout ça, il faut prendre ça en cause. C'est pour ça que je dis souvent, il faut laisser aussi certains joueurs investir. D'autres, bon, ont leur vie extravagante. Mais aujourd'hui, presque, on va dire que tous les joueurs, entre guillemets, surtout ceux de l'actuelle génération, ce sont des entreprises, entre guillemets, unipersonnelles. Ils peuvent employer des centaines de personnes ici au Sénégal, créer des entreprises. Je veux dire, il y a toute une chaîne derrière. Ça, c'est un appel que tu fais. Que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est ces joueurs-là qui sont en activité? Moi, je suis bien placé pour le savoir. Parce que je suis revenu ici au Sénégal investir. Et vous connaissez l'histoire. Avec beaucoup de péripéties. Et vous connaissez l'histoire. C'est pas tout le monde qui peut subir ça. Et je ne veux pas trop développer sur cet aspect-là parce que vous venez investir dans votre pays, créer du travail. Et certaines choses, je ne peux pas le comprendre. Vous avez porté le maillot de l'équipe nationale. Je ne dis pas qu'on a droit à certaines faveurs, mais quand même. Donc ces jours-là, quand ils voient certaines choses, comme vous dites, c'est les entreprises. Un joueur peut employer combien de personnes? Après, vous voyez certains joueurs, non, ils ne veulent pas investir, mais non, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est une manne financière exceptionnelle. Parce que c'est des entreprises ambulantes, comme vous dire. Mais il faut les encadrer et les faire investir dans les secteurs rentables. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi, des organisations, parce qu'ils sont là. Et le rôle des conseillers aussi, quand même, Babacar, à ce niveau-là, parce que... Les conseillers, oui, mais bon, voilà, comme partout au monde, il y a des conseillers qui sont des mauvais conseillers. Surtout quand
quand on ne vit pas ici, sur place. Voilà, quand on ne vit pas sur place, c'est très très difficile de... Moi je dis ce que je pense par rapport à mon expérience, quand on ne vit pas au Sénégal, il y a certaines entreprises qu'on ne peut pas créer ici. Déléguer, c'est très très difficile. Et quand on mise certaines sommes pour pouvoir, ce que je disais à faire tout à l'heure, créer des entreprises, permettre à beaucoup de gens de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir vivre, des amis proches, des parents proches, et qu'à l'arrivée, on se rend compte qu'au bout de 4-5 ans, tout est perdu. Passer à côté, c'est pas évident. Oui, il y en a qui l'ont plus ou moins réussi. Samuel Eto'o, en étant footballeur professionnel, investi au Cameroun. Mais Samuel Eto'o, il s'est brûlé les ailes, notamment avec sa compagnie de téléphonie. Il y a trop de déception par rapport à leur investissement. Ils le donnent à leurs parents ou à leurs amis, et au fini, ça s'envole. Mais Lamine, là encore, vous avez du travail, parce qu'on parle avec 2 joueurs professionnels qui ont évolué en Europe avec des revenus assez importants, qui peuvent se projeter. Ici, il faudra non seulement gérer le quotidien, mais aussi aider les joueurs à trouver d'autres voies pour l'après-carrière. Puisque vous l'avez dit, sur 500 joueurs qui sont ici, il n'y en a que 50, encore une fois, il faut que les jeunes l'entendent, qui partent, qui ont la chance de partir. Et sur les 50, peut-être, il n'y a que 10 qui réussissent à avoir une carrière. Exactement. C'est ça le problème. Moi, je pense. Diao, vous y allez? Non, je vous écoute, vas-y. Moi, je pense que c'est depuis le début du football qu'il faut mettre dans la tête de ces jeunes-là qu'on peut autant réussir au football et qu'on peut autant ne pas réussir au football. Et ça peut s'arrêter net. L'amener à l'école et que ces éducateurs, à un moment donné, ils peuvent définir à leurs parents, ce gosse-là, il ne réussira pas dans le football. Il faut qu'il continue à faire ses études. C'est à ça que sert le sport-études après. À partir d'un certain âge, on vous amène en sport-études. Vous voyez que vous n'avez pas les qualités pour être un grand footballeur, vous continuez à faire vos études et prendre le football comme une passion. Allez jouer en division d'honneur ou allez jouer en national, rien que pour faire du football son passion. Ceux qui ont la maîtrise de jeu au football professionnel, qui peuvent réussir dans ce championnat, moi je dirais, c'est pas au Sénégal qu'on doit réussir pour avoir des centaines de millions. C'est pourquoi on se bat pour ce que ce syndicat puisse être, pour que les gosses puissent recevoir au moins et réussir à partir du Sénégal en gagnant un peu leur vie ici. Imaginez-vous, vous donnez à un gosse 500 000 francs par mois. Est-ce qu'il va aller au Maroc? Non. Il ne va pas aller au Maroc. Et pourtant, tu peux, les dirigeants... Même avec 300 000. Oui, même les dirigeants peuvent demander des sociétés, leur dire, écoutez, nous, on va faire votre image dans le quartier, le jeune qui a 100 millions, il a une voiture, comme dit Ferdinand, il vient à l'entraînement avec sa voiture, il garde sa voiture, il habite dans une grande villa, les petits vont le chouchouter. Mais pour ça, il faut un coup de pouce de l'État aux entreprises. Mais voilà. La Côte d'Ivoire, c'est le tabac. Très bien. Mais maintenant, Lamine, justement, c'est ce volet-là, parce qu'on revient un peu en arrière. Le pôle reconversion. Voilà. Le pôle reconversion, parce que dans votre structure, la reconversion, c'est capital. Parce que quand tu arrêtes ta carrière, c'est comme une mort, Bakar. Ouais, c'est vrai. Tu restes chez toi de seul coup, tu es plus habitué à l'entraînement et il faut trouver quelque chose qui te prenne, quelque chose qui te donne du sens. Et ce rôle-là de l'UFP, c'est faire le profil du joueur, ses envies, ses perspectives, au moins l'accompagner parce que tu te retrouves quasiment tout seul. Et si tu n'es pas un peu organisé, si tu n'as pas trop de bagages, parce que tu as fait du football toute ta carrière, donc tu sais faire que ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Mais il y a aussi cette vision, savoir que demain on peut arrêter le football et préparer son avenir après le football et ne pas gaspiller son argent. Moi je prends l'exemple de Boubacar Sarr, qui a tout fait. Boubacar Sarr, qui a tout fait, qui a tout gagné. Mais si vous le voyez, la voiture qu'il conduisait quand il était à FC Martigues, vous demandez est-ce que celui-là c'est son professionnel? Mais il a investi autre part. Il ne s'est pas cherché une Aujourd'hui, Abdoulaye Sok qui m'appelle tout à l'heure, qui me dit moi, c'est l'UNFP qui a payé ma reconversion. Lamine, on est de tout cœur derrière vous parce que ce que vous faites, c'est pour aider les footballeurs. Il faut arrêter, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que le football, c'est 15 ans. Est-ce que, bon,
nous, dans notre championnat, la plupart des jeunes qui jouent, il y en a qui n'ont même pas encore l'âge pour le bac. Il faut être honnête. Est-ce que c'est possible d'intégrer déjà le football professionnel avec les études déjà, ou à la limite la formation professionnelle en même temps? Parce qu'aujourd'hui, dans notre championnat, il y a des centres de formation qui y sont. Mais on donne aussi des cours. Et on donne des cours aussi. Génération Foot, il faut il y en a 3. Est-ce que c'est possible de faire en sorte que la plupart des autres clubs puissent avoir ce genre de... C'est une réflexion. Ça, c'est un rôle. Ça, c'est voilà. C'est le rôle aussi de. Par rapport à la c'est très programmation important. même des matchs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que notamment dans les petites catégories, on les fait jouer le matin. L'heure où ils sont supposés aller en cours, entre 8 et 10 heures. Ça aussi, c'est un combat peut-être à mener. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, quand on leur dit aller à l'école, mais l'école, je ne sais pas, mais je pense que c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais c'est à 16 ans, 14 ans, 12 ans qu'on joue dans les petites catégories. Effectivement. Donc ça aussi, je pense qu'il faut... Mais c'est ça que je disais, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. J'ai vu un article qui parlait de ça. Aujourd'hui, à part Génération Foot, Djambar il n'y a que 3 centres de formation. Tous les autres, ils ne peuvent pas faire ça aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est le plus que le basket a. Parce que souvent, ce sont des étudiants, par exemple déjà à l'université. En NBA, il faut passer par l'université pour intégrer la NBA, ce qui veut dire que si vous sortez, après votre carrière, vous avez un bagage suffisant pour mener quelque chose. Mais aussi, il y a les individus qui diffèrent. Par exemple, tu prends un joueur comme LeBron James et un joueur comme Allen Iverson, les deux ont gagné énormément d'argent, mais l'un est un chef d'entreprise hors pair, l'autre il est tombé en faillite et qui investit beaucoup dans le social. Mais bon, après c'est aussi peut-être une question de personnalité parce que aussi. Moi, je vois mon photo en France. Je pouvais dire, bon, on avait tous envie d'être professionnels, mais on avait d'abord privilégié les études et quelque part dans ma tête, je me disais, ok, je joue bien, mais ça peut ne pas marcher. Et quand vous êtes africain en Europe, vous devez avoir un plus. Et pour moi, le foot devait être le plus par rapport à, pour trouver un boulot, pour trouver un travail. C'est pour ça que je jouais au foot, je jouais bien, mais je continuais mes études. Et à partir d'un certain moment, j'étais obligé de choisir. Et le football a fait la différence. À 20 ans, 21 ans, j'étais fonctionnaire à la mairie de Poitiers. C'est pour ça que j'ai privilégié les études, mais en sachant que si le football, je me blesse, c'est fini, quoi. Donc, mais au moins, j'avais un boulot et je jouais au foot en même temps. Aujourd'hui, le football au Sénégal ne nous permet pas d'avoir cela. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on commence à jouer très très jeune ici. Et il n'y a pas assez de centres de formation et l'organisation n'est pas faite aussi pour que les jeunes puissent avoir la chance de faire les études et en même temps de jouer au foot. Et même en France, ça c'est une réalité. En France, est-ce que la donne n'a pas un peu changé, Ferdinand? Parce qu'on voit que maintenant les jeunes signent de plus en plus tôt des contrats pro. Ouais, mais ils vont à l'école. 16 ans, ils sont dans des centres de formation. Ils sont dans les centres de formation. Comment il s'appelle le jeune qui est à Rennes? Il vient d'avoir son bac. Oui, ils sont dans les formations par là-bas. Oui. Il n'y a même pas une semaine. 100%, je pense. Et il y a aussi un jeune là qui est à Lyon aussi. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et même certains joueurs ne rentrent pas dans la formation s'ils ne continuent pas leurs études ni formation. On ne les prend pas. Très bien. Alors l'autre aspect que j'ai envie quand même de souligner, c'est par rapport à cette reconversion, et là je vais interpeller aussi les deux joueurs, quelque part le fait de retomber dans l'anonymat. C'est vrai que oui, on est super exposé. Je crois que nous, ça nous va. Ne pas tomber sur les bonnes personnes. Oui, ça va. C'est vrai que là, j'ai deux profils qui ont été toujours un peu rangés, qui n'ont jamais fait vraiment, qui n'ont jamais voulu être sous les feux des projecteurs. Mais quand même, quand on est joueur, tout à l'heure, on en parlait. On est connu, on vous ouvre les portes. Le fait de retomber un peu dans l'anonymat, comment on le vit, et le fait aussi de ne plus être assisté. Parce qu'on sait que les joueurs, dans les clubs professionnels, on leur fait tout. Leur passeport, les visas, les réservations d'hôtels, etc. etc. Comment ça se passe? Comment vous faites pour revenir à la vie réelle? Mais ça aussi, ça se prépare. Et il faut être conscient que c'est éphémère. Parce qu'on le vit, non, c'est vrai, même pas tout. Parce que
Parce qu'on est dans un monde, bon, pas virtuel, on ne vit pas vraiment la réalité. C'est quand vous sortez... On est sous le feu des projecteurs. Ouais, et quand vous sortez de ce milieu, de ce monde, plus ou moins, de ces projecteurs, quand vous tombez le maillot et que vous sortez, c'est fini. Que là, bon, quand vous saluez, on ne vous salue plus. Ou quand on vous ouvre les portes, elles se ferment. Bon. Mais tout ça c'est processus. Il faut être conscient parce que c'est normal. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, il y a des nouvelles stars. Bon, vous avez eu votre temps, il faut se projeter. Vous ne vivez pas dans le passé. Parce que, d'accord, vous avez des gens qui vous saluent, c'est bien, tout ça, mais il faut regarder devant. Derrière, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la société qui veut ça. Et il faut l'accepter. C'est un temps. Ouais. Et après la carrière, beaucoup de joueurs, il pourra le confirmer, souffrent de dépression. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est difficile. Souffre de dépression, c'est normal. Du jour au lendemain, on vous annule, de coup, on vous jette presque la pierre. On vous jette presque la pierre. Non, mais c'est vrai, mais ça c'est rien du tout. C'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose après la carrière qui vous donne du sens, qui vous canalise. Parce que vous avez besoin encore de vous exprimer, quoi. Une passion. Une passion. D'autres choses, moi, ce que je dis, tous les trucs que j'aimais faire, et que je ne pouvais pas faire parce que le foot, c'est... Tu es obligé d'être... tu n'as jamais de temps pour toi. Donc moi, j'en profite. En tout cas, la reconversion la plus facile pour les footballeurs, je pense que c'est de rester dans le milieu du football. Comme le cas d'Alubé, qui est devenu commentateur. Et ça aussi, c'est pas évident. Oui, mais commentateur en France. C'est pas évident. Commentateur en France, c'est pas évident aussi. Ça, c'est une chose parce que quand vous avez fait 15 ans, 20 ans, et vous revenez encore dans le milieu, mais la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous avez votre famille, vos proches, que vous n'avez même pas eu le temps de partager les choses. Donc je pense que tout le monde n'est pas amené à rester dans le football aussi. Ouais, mais Ferdinand, vous avez eu une expérience dans le football. Juste après, vous êtes revenu au Sénégal en étant coordonnateur de l'équipe nationale. Bon, mais justement, l'expérience a un peu tourné court. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Parce que à peine j'ai arrêté de jouer, j'ai discuté avec la fédération, Amara, bon ok, un coup de cœur, parce que c'est un coup de cœur, l'équipe nationale qui t'appelle. Bon. Mais tu as aimé Oui. Parce que moi vraiment, je trouvais que c'est un poste qui est fait pour toi. Oui, ta personnalité. Si, je l'ai fait avec le cœur, parce que quand on aime quelque chose, on le fait avec le cœur. Et j'ai pas cherché à réfléchir, j'ai dit oui, je suis parti. Et quand on est joueur, on est un peu égoïste. Mais aujourd'hui, la satisfaction quand j'étais là-bas, c'était de m'entraîner avec les joueurs. Je réglais leurs problèmes, j'étais partout. J'étais partout et quand on gagnait un match, c'était la récompense. Et ça, c'est le dirigeant, c'est un autre aspect que je ne connaissais pas. Et je l'ai fait avec passion, mais il faut savoir partir aussi. Il faut savoir partir avec respect, avec dignité, et puis laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas via les clubs? Parce qu'aujourd'hui aussi, on se plaint beaucoup par rapport à nos clubs. On est en train de travailler. Moi, ça me plairait bien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nos anciens internationaux parfois rechignent à venir aussi aller à la base et à travailler avec les clubs. Je pense que vous avez essayé, je pense. Si, non, mais vous avez essayé beaucoup de choses. J'étais président des Espoirs de Bilbao, mais ça aussi c'était avec plaisir. Je l'ai fait avec plaisir, mais il faut savoir. Mais Babacar, investir, mais matériellement, financièrement, avec l'expérience aussi. Moi, le gros problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si j'ai envie de... Parce que aussi, si c'est pour être un président ou un entraîneur, ben, tu vas avoir la même vie que tu avais quand tu jouais au foot. C'est d'avoir, c'est de savoir, ok, moi j'ai envie de rester dans le foot, c'est-à-dire avoir une espèce de centre de formation, avec former des jeunes. Tu vas ne pas être obligé d'être là tout le temps comme... Parce que aussi le foot, ça prend beaucoup. Il faut avoir envie de le faire. Être entraîneur, c'est continuer à être footballeur, ou même plus. C'est plus. Ou même plus. Donc il faut avoir vraiment l'envie. Et les rassurer financièrement, comme a dit Cher. C'est-à-dire des Abramovich qui viennent, qui mettent de l'argent, qui nous prennent nos joueurs dans des... Comme je dis, moi ce que je pense, c'est qu'il y a des solutions. Après, les présidents vont vouloir on a des budgets de 100 millions à l'année, vous êtes là à nous critiquer. Soit tu as l'argent, soit tu as de super idées. Il y a des solutions. C'est les deux qui marchent. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Vous regardez un pays comme la Chine, il y a 20 ans, le football, c'était comme ici. Il y a 20 ans. Il y a des solutions. C'est il n'y a pas longtemps.
D'accord. Alors, sur cet aspect-là, c'est-à-dire reconversion, oui, mais reconversion avec formation, notamment dans le football. Dans le football. En tant que technicien, premier degré, manager, deuxième degré. en tant que kinésithérapeute, il y a beaucoup de métiers qui sont autour du football et que le petit peut apprendre avant d'avoir ses 18 ans. Et c'est ça le problème. Parce que le petit qui a 12 ans, normalement, l'encadreur, le formateur doit savoir si ce gosse il a des qualités pour évoluer à un certain niveau. Diagnostiquer. Et essayer de dire à ses parents, je pense que c'est une grosse difficulté aussi. Il est bon parce que, vous savez, en Europe, à cet âge-là, comme font Génération Foot Djambar, ils recensent les meilleurs talents, ceux qui peuvent réussir dans le football. Les autres, ils les laissent passer. Mais c'est comme ça que aussi les parents doivent comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va réussir au football. Et que les éducateurs soient justes avec ses parents pour leur faire comprendre que votre fils, il peut faire du football. Parce qu'il y en a qui peuvent venir, qui aiment le football, qui viennent à l'école de foot. Mais tu les acceptes. Mais c'est pour faire du sport, mais pas pour devenir un footballeur professionnel. Ceux qui sortent du lot, là tu leur fais comprendre que ceux-là peuvent sortir du lot, ils peuvent aller dans un centre de formation. Les autres, ils vont dans un sport d'études pour avoir une chance entre les études et le football, ou les études et le basket. Et après, à la fin, le gosse a 18 ans, il a son DEC, ou bien il a quelque chose, il a sa oui, mais là, ça, c'est à l'enseigne qu'il faut clarifier toutes ces choses. Si, l'académie, c'est comme ça. L'académie, c'est la clé. À mon avis, il n'y a pas assez de Djambar et de Génération Foot au Sénégal. Il en faut plus. Et aussi, beaucoup d'entraîneurs doivent dire aux parents la vérité. Et il faut trouver les moyens d'en avoir plus. Très bien. Et vous, Babacar? Moi, je suis prêt. Personnellement, comment vous envisagez votre Moi, je suis sûr avenir? et certain que je ferai tout pour avoir un Génération Foot ou un Djambar. Bon, Mame Fatou est au courant déjà que je suis dans ce projet-là depuis plusieurs années. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mon seul souci, mon seul souci, c'est que j'aimerais le faire dans la zone où je suis né et j'ai grandi. C'est pas une gueule tapée, mais tu vas trouver l'espace. il ne faut pas que ce soit aussi grand que Génération Foot ou Djambar. Pas besoin. Pas besoin. Juste la taille d'un terrain, un petit espace autour. Déjà, ça c'est extrêmement compliqué dans cette zone-là. On fait quand même. Il y en a. Très bien. Bon, je pense que nous arrivons au terme de cette émission. On va faire un dernier tour de table, peut-être surtout par rapport à la mine, ce projet. On vous souhaite beaucoup de chance. Et je voyais en fait l'Aïteri, c'est Abdoulaye Diop dont vous parlez, qui est très actif, effectivement, qui a été très actif dans la mise en place de cette structure, qui disait oui, on va y aller, il y aura certainement des obstacles, il y aura certainement des ennemis, il y aura certainement des pourfendeurs, mais on va quand même essayer de tout faire pour mettre en place. Parce qu'au Sénégal, parfois, il n'y a pas que les idées, mais parfois aussi, il y a ceux qui ne veulent pas que vos idées réussissent. Et malheureusement, c'est ça qui parfois plombe aussi les initiatives. C'est pourquoi on n'avance pas. Comment quelqu'un peut mettre son idée? Quelqu'un se mettre à se battre. Au lieu de venir le soutenir, on essaie de lui couper les jambes. C'est ça. Inch'Allah, ils viendront. Et c'est mauvais. En tout cas, moi, je suis tellement fier. J'ai réussi mon pari. Mon pari, c'était que les jeunes comprennent. Mais ce n'est que le début. Que les jeunes comprennent qu'il fallait qu'ils se défendent, qu'ils ont des droits et des obligations. Ils l'ont compris. Je suis zen. Que ce soit quelqu'un d'autre qui soit là, que ce soit Ferdinand, je suis déjà joyeux. Mais on ouvre les portes à tout le monde. Très bien. Tout Alors, le monde, voilà. Ferdinand, pour vous, il est important que les forces s'unissent pour que le label FIFPro puisse accompagner. Oui, c'est le message que j'ai apporté. C'est l'union, fédérer, s'unir pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Et après, la FIFPro viendra encore amener son soutien et son organisation pour essayer de tirer ces joueurs vers le haut. Juste, nous, on ne savait même pas qu'il y avait de FIFPro quand on se battait pour ce syndicat. Nous, on n'est pas passé par la FIFPro pour créer ce syndicat. Nous, on a voulu défendre les joueurs qui sont là. Alors, ceux qui passent par la FIFPro, c'est peut-être par intérêt. Mais nous, que ce soit FIFPro ou pas FIFPro, on va se battre pour l'intérêt des joueurs au Sénégal. Bien sûr. Babacar, votre dernier mot? Vous avez parlé de vos projets, la retraite qui se prépare. Bon, tout ça, quand même, ça reste... C'est très intéressant. J'étais un peu... Et tu es dedans. Je te prends. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte que ça se... qu'ils s'unissent, puis les faire venir. Parce que bon, c'est l'intérêt des jeunes qui prime.
qui prime. Donc, s'ils nous entendent, comment il s'appelle, Hassan, si tu nous entends, il faut venir s'asseoir avec nous et puis discuter et puis trouver une solution. Il y aura une solution. Très bien. Inch'Allah. Cher, c'est bien. ça va quand même. C'est très bien le de. matin, le soir. Hein? Tu tiens le coup le matin, le soir. Je sens qu'aujourd'hui, tu n'as pas été... Ah, c'est compliqué, hein. les réveils très, très matinales, là. C'est compliqué. Il faut finir le soir tard, il est 23h. Bon courage. Bon, demain, réveil à 4h du matin. Oh là là. Courage. Bien sûr. Voilà. Ouais, quand même, c'était un plaisir de partager le plateau, surtout avec Ferdi et Babacar, qu'on a suivi du temps du FC Metz. Effectivement. C'est un plaisir de le retrouver. Et qu'ils s'investissent dans ce football et qu'ils ne fassent pas comme ces joueurs, ces anciens joueurs qui réclament tout le temps, au lieu de donner. Mais ça, c'est aussi un sujet de débat qu'un jour j'aimerais bien mettre. Moi, je suis déjà prêt. Très bien, que j'aimerais bien mettre aussi parce que le football sénégalais aussi, peut-être. Je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance de nos anciens internationaux qui finissent un peu leur carrière internationale en queue de poisson, mais ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un débat autour de ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à la réalisation Vieux Diouf, caméra Mor Harma, Hamza Diallo, Moussa Sen, assistant réalisateur, Marem Dissé au maquillage, au son, je pense que ce soir c'est Abdourahman. Donc, et bien sûr, je remercie By Création pour la tenue, Mariste 77 609 75 10 et évidemment Lily Coiffure, comme tous les lundis, comme pour toutes les émissions, donc 77 420 71 55. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Talafal. Excellente soirée, au revoir.